Lacus de l'assurance, 150 programmes, plus de 400 sessions de formation chaque année, dont 95% sont compatibles DDA. Des formations soit en présentiel, soit en distanciel, soit en mode hybride aussi parfois, et sur des thématiques variées, comme on peut le voir sur la slide qui suit, donc du risk management, stratégie commerciale, tout ce qui est également distribution, hein, bien évidemment. Alors du coup, Marie, je ne sais plus si c'est moi ou si c'est toi qui a le contrôle de l'écran. Voilà. Je viens d'avancer le slide. Visa DDA. Et puis, exactement, Visa DDA, donc la première plateforme en France de e-learning en illimité pour que vous puissiez répondre à vos obligations de 15 heures de formation. Donc voilà, une plateforme qui vous permet vraiment de vous former où vous voulez, quand vous voulez, à ces différentes obligations. Et puis des formations que vous retrouverez dans Visa DDA, mais que nous dispensons également en inter, donc en physique. Et Marie nous accompagne grandement sur chacun de ces thèmes, donc vous pourrez la retrouver sur les différentes formations que vous avez à l'écran et dont les différents thèmes vont bien évidemment nous intéresser aujourd'hui. Donc, pour présenter Marie en quelques mots, donc, elle travaille de manière très, très importante avec l'Argus de l'assurance. Elle est présidente, si tu peux me passer la slide suivante, Marie. Je suis, en tout cas, moi, j'ai avancé la slide. Hein. Voilà. On a un petit décalage, c'est super. Donc, elle a plus de 20 ans comme directrice juridique ou conformité dans le milieu de la banque assurante. Aujourd'hui, elle a sa propre entreprise de conseil et de formation à travers EOL Business. Elle est encore professeure en université et vous avez son contact qui s'affiche. Donc voilà, je vais lui donner la parole sur le sujet pour lequel vous êtes si nombreux aujourd'hui. Merci d'être parmi nous. N'hésitez pas à poser vos questions tout au long du webinaire et moi je les lui poserai à la fin et nous tâcherons de répondre aux plus nombreuses des interrogations. Marie, je te laisse la parole. Rendez-vous tout à l'heure pour les questions. Bon webinaire à tous. Merci. Merci. Donc, nous allons passer moins d'une heure ensemble. Alors, on va essayer en tout cas de prendre le temps de réfléchir après ce début un petit peu compliqué sur un plan technique. Mais bon, tout va bien. Donc, on va réfléchir ensemble sur les apports de la recommandation 2024 R03 du 21 novembre 2024. Et effectivement, j'ai voulu commencer par un slide un peu provoquant, volontairement bien entendu, c'est dans cette recommandation, y a-t-il réellement des nouveautés? Alors certains vont dire, mais c'est de la provoque, bien entendu, tout le monde va me dire, oui, mais il y a le devoir de conseil en non-vie, en cours de vie du contrat qui n'existe pas en assurance non-vie, qui est en général le truc qu'on retient tout de suite. Et la question, on va la voir se reposer, si je puis dire, au long de notre fil rouge, c'est est-ce vraiment une nouveauté? Puisque comme l'a dit Laurence quand elle m'a présenté, j'ai quelques années d'expérience en tant que directrice conformité assurance et personnellement, je l'avais déjà mise en place. C'est-à-dire cette continuité du devoir de conseil en non-vie dans la durée. Donc, c'est pas quelque chose de récent, sachant que j'ai créé ma structure il y a maintenant 8 ans. Donc, c'est aussi la raison pour laquelle on va se pencher sur une question essentielle, c'est quoi une reco? C'est de la soft law, c'est des bonnes pratiques. Et ces bonnes pratiques, quelque part, elles étaient déjà énoncées dans les recommandations antérieures. Alors, ce qu'il y a d'intéressant, c'est que bien entendu, la CPR, elle est là pour dire, là, ça, vous l'avez pas vu, quoi, quelque part. Donc, cette fois, je l'écris. Donc, effectivement, vous auriez raison de me dire, c'était pas écrit. Mais ça, c'est sûr. Mais le fait que ça ne soit pas écrit n'empêchait pas de le mettre en place. Donc, si je reprends ma question provocante de savoir est-ce que la recommandation 2024 du 21 novembre
est réellement une nouveauté, on pourrait déjà répondre, enfin, j'ai commencé déjà par vous répondre en vous disant sur ce fameux devoir de conseil en cours de vie, est-ce réellement une nouveauté? Et là, ma réponse est non, hein, vous l'avez compris, mais on pourrait se poser la question du devoir de conseil tout court et de la façon de réaliser également ce devoir de conseil. Et là, c'est vrai que j'ai voulu rappeler quand même, parce que là, la recommandation va rentrer dans le détail de comment est-ce qu'on fait un conseil. Mais la question, qui est une vraie question d'ailleurs, hein, mais elle y a déjà répondu. Elle y a déjà répondu essentiellement d'ailleurs dans la recommandation de 2013 qui touche l'assurance vie. Mais c'est pas parce que la recommandation de 2013 est ciblée assurance vie qu'on ne va pas en tirer des bonnes pratiques pour l'assurance non vie. D'accord? Donc, il y a bien entendu, on va voir qu'il y a des éléments, et moi je les trouve super intéressants, les éléments nouveaux. Mais la structure même, c'est-à-dire l'essentialité de la recommandation, elle existait déjà, mais elle va avoir le mérite d'être, si je puis dire, éclaircie. C'est ce qu'on va voir, et on va voir que malgré tout, ça va être mon dernier slide, bah, il manque des choses. Donc, c'est aussi un petit point, moi j'aurais dit, bah, si j'avais fait un contrôle de la recommandation de la CPR, je continue ma provocation, je pourrais dire à la CPR peut mieux faire parce qu'il y a des choses que vous n'avez pas vues. Alors, bon, je rappelle quand même que concernant le devoir de conseil, il est clair que il est à l'origine de tout, si je puis dire, parce qu'il est à l'origine d'une relation de confiance. Et que cette relation de confiance, sa matérialisation, parce qu'on ne va pas dire bah, juste je suis en confiance parce qu'il y a un professionnel de l'assurance et qu'il y a un client. Qu'est-ce qui va créer cette relation de confiance et comment prouver que le professionnel a bien agi? C'est par ce document de conseil qui va être mis en place, mais avant, il n'y avait pas de document de conseil écrit. Et il y avait quand même une relation de confiance. Donc, la relation de confiance, ce qui va falloir, au cours des années, elle va juste devoir être prouvée. Ça, c'est un élément essentiel. Je suis une juriste de formation, la preuve est un élément essentiel. Mais à la base, ce qu'il faut maintenir, c'est cette relation de confiance. Cette relation de confiance, elle a d'abord, par la notion de preuve, elle a d'abord été mise en place par la DIA, la directive intermédiation en assurance, qui quand même, j'ai remis quand même des dates transposées en 2005, mises en application en 2007, ça veut dire que, bon an, mal an, elle a 20 ans. Donc, l'obligation de conseil en assurance, là, on va faire bien sûr des distinctions selon qu'on soit intermédiaire ou selon qu'on soit assureur, mais pour les intermédiaires en assurance, directive intermédiation hein, qui visait les intermédiaires en assurance, elle a pratiquement 20 ans. Donc, nous expliquer comment est-ce qu'on fait un conseil alors que ça fait 20 ans qu'on a l'obligation légale, c'est intéressant, ça va nous aider, mais on a déjà un peu de pratique, d'accord? Donc, j'ai rappelé les dates. En assurance vie pour les assureurs, c'est la suite de la crise des subprimes, l'ordonnance de 2009 mise en application en 2010. Donc là, les assureurs vie qui vont vendre en direct via des commerciaux en interne, eux, ils vont avoir cette obligation de traçabilité du conseil depuis, on va dire, je vais prendre l'année de mise en application, depuis 2010. Donc, pareil, ça fait 15 ans. Donc, on va dire quelque chose comme rien de nouveau quand même. Donc, le dernier texte qui va mettre tout le monde à égalité en faisant entrer dans l'obligation de conseil les assureurs non-vie, c'est la DDA, qui est maintenant de 2018, donc à 6-7 ans de mise en application. Donc, c'est vrai que cette recommandation, elle va venir éclairer les uns les autres, selon qu'on soit intermédiaire ou assureur, mais malgré tout, on a tous une pratique existante. Qui que vous soyez, j'allais dire, derrière l'écran, vous avez déjà, dans l'entreprise dans laquelle vous êtes, vous avez déjà conçu des documents de conseil, vous avez déjà élaboré des questionnaires. Hein. Donc, ça va nous aider, mais on sait déjà un petit peu faire. On ne part pas de rien, ce qui n'était pas le cas en 2005. En 2005, les intermédiaires en assurance, dont j'étais,
hein, les banques étant intermédiaires en assurance et je travaillais dans un groupe de banque assurance, bah là, nous, on partait de la feuille vierge. Hein, donc, on pouvait copier sur personne, comme on peut dire à l'école. Hein, donc, là, c'était un petit peu différent. Aujourd'hui, la situation, elle est quand même un peu construite. Donc, on va voir ce que cela nous apporte. Donc, je vous ai mis dans la partie orange du slide qu'effectivement, la recommandation 2024, elle va venir pour repréciser les attendus de la CPR, puisque la CPR a fait des contrôles et que là, elle va dire « Ah, c'est pas tout à fait ce qu'on voulait ». D'accord? Donc là, elle va venir repréciser et elle va nous dire quels sont les éléments qu'on doit absolument collecter pour avoir une bonne connaissance client et dans l'exercice du devoir de conseil ou dans l'exercice d'un service de recommandation, puisque vous savez que nous avons cette particularité en France d'avoir plusieurs niveaux de conseil. Je passerai vite, mais j'ai quand même fait un slide sur le sujet. Mais le point le plus essentiel, me concernant en tout cas, c'est que cette recommandation, elle vient compléter la recommandation de 2013, donc recommandation personnellement que j'avais mise en place, recommandation sur laquelle j'ai été contrôlée, enfin mes banques ont été contrôlées, donc c'est la structuration de comment est-ce qu'on fait un devoir de conseil, elle était quand même dans la recommandation de 2013, mais je sais que le défaut de cette recommandation, c'est qu'elle était ciblée assurance vie. Ok, enfin, après, ça ne nous empêche pas de réfléchir. En tout cas, cette recommandation de 2024, elle vient affirmer l'extension du devoir de conseil à tous les produits d'assurance, ce que je vous ai dit en introduction, en cours de vie du contrat, c'est-à-dire pas simplement à la souscription, ce qui est en général ce qui est perçu dans on doit faire un devoir de conseil, tout le monde dit la souscription. Oui, mais là, la CPR vient nous repréciser que non, c'est pas uniquement à la souscription, mais en cours de vie du contrat. Or, mais on le reverra parce que je l'ai mis dans les slides, ce qui n'est pas en plus une nouveauté en soi, puisque, en tout cas pour les gens qui ont une formation juridique, tout le monde connaît la règle 2006 de la Cour de cassation, donc 2006 qui est même avant l'intermédiation, et là qui avait fait des sueurs froides à tout le monde, et qui disait arrêt de la Cour de cassation, le devoir de conseil ne s'arrête pas à la souscription. Donc, vous voyez qu'on était bien avant ce que nous dit la CPR en 2024. Donc voilà. Par contre, la date d'effet de cette recommandation est également indiquée dans la partie orange, c'est la dernière phrase. Cette recommandation de 2024 doit rentrer en vigueur en fin d'année, donc le 31 décembre 2025, ce qui théoriquement ne devrait pas poser de problème magistral aux uns et aux autres, sauf bien entendu avoir un petit retard sur le plan d'évolution de l'informatique. Alors, à qui s'adresse cette recommandation et, j'allais dire, quel est son champ d'application tant du côté des distributeurs que du côté des produits? Quels sont les distributeurs concernés? Quels sont les produits concernés? Alors, pour faire simple, il s'agit de l'ensemble des distributeurs. Alors, je vous ai pas, encore une fois, ça dure 3/4 d'heure, c'est pas une session de 7 heures, mais ce que je trouve intéressant, lorsque l'on traite de la distribution des produits d'assurance, et c'est la raison pour laquelle je vous ai remis en petit la chaîne de distribution que j'ai l'habitude de présenter lors des formations de l'Argus, c'est qu'on a besoin de comprendre qui est qui dans cette chaîne de distribution et notamment qui va faire ce devoir de conseil. Donc, ce qu'il est important de voir, c'est que je vous ai mis l'assureur en haut même si je vous ai mis plusieurs assureurs. Pourquoi j'ai mis plusieurs assureurs? Parce que le courtier travaille avec plusieurs assureurs. Mais j'ai bien positionné l'assureur qui peut être considéré comme un distributeur d'assurance dès lors qu'il vend des produits d'assurance en direct, ce que j'ai positionné dans le dessin avec les clients en gris qui apparaissent, les clients directs de l'assureur. Ça, c'est donc l'assureur qui fonctionne avec en distribuant directement ses produits d'assurance. Mais ce même assureur, il peut très bien, ou un autre, décider de distribuer ses produits d'assurance via des intermédiaires en assurance. Et donc là, vous voyez sur une première ligne, j'allais dire la première ligne sous l'assureur, les 3 premières catégories d'intermédiaires que sont les agents généraux d'assurance, les courtiers en assurance et les mandataires d'assurance. Et
En dessous, c'est surtout pour placer cette quatrième catégorie, c'est-à-dire cette quatrième catégorie d'intermédiaires que sont les MIA, les mandataires d'intermédiaires d'assurance, qui sont bien entendu également considérés comme des distributeurs d'assurance. La difficulté que vous autres pourriez avoir, c'est avec les MIA. Si vous êtes assureur, pourquoi? Parce que le MIA n'a pas de lien direct, n'a pas de convention avec une compagnie d'assurance. Il a une convention avec un des 3 intermédiaires de la ligne du dessus. Et par conséquent, Jean-Paul Faugère le reprécisera, ce positionnement du MIA est un petit peu plus compliqué parce que l'assureur doit maîtriser sa chaîne de commercialisation et qu'il ne connaît pas toujours l'existence du MIA. Donc, je dis souvent qu'il faut mettre des clauses dans les conventions qui insistent sur l'existence ou non de MIA pour que l'assureur fasse les bons contrôles. Donc, je ne veux pas rester trop longtemps parce que sinon, je ne parle pas de la reco, mais voilà un peu les questionnements qu'on devra se poser sur qui fait le devoir de conseil. Assureur, intermédiaire première ligne ou intermédiaire deuxième ligne. Et des fois, on peut être sous une même casquette, on peut être un peu des 3. Donc, il va falloir aussi bien savoir se positionner. Ça, c'est par rapport aux distributeurs. Je vous ai donc indiqué l'ensemble des distributeurs en assurance. Concernant les produits qui sont ciblés par cette recommandation, eh bien, c'est l'ensemble des produits. Donc, on va dire que c'est plutôt simple. Je vous ai quand même mis des exclusions. Donc, sinon, c'est l'ensemble des produits d'assurance, que ce soit des produits d'assurance de groupe ou d'assurance individuelle, et quelle que soit la couverture. Sauf les grands risques, qui sont souvent exclus, qui sont visés à l'article L111-6 du Code des assurances, les contrats collectifs à adhésion obligatoire, c'est l'ensemble des contrats souscrits aussi par les employeurs à destination des salariés ou anciens salariés, les produits qui ne sont pas au plus commercialisés, pour lesquels il n'y a pas de tacite reconduction, et les produits de capitalisation et d'assurance vie qui, donc comportant valeur de rachat ou de transfert, mais qui ne permettent plus d'opérations de versement ou d'arbitrage. Voilà. C'est important aussi de recadrer un peu qui est qui et qui peut distribuer quoi. Alors, point d'attention également, alors pour moi c'est un point qui est très important, qui a fait l'objet, par contre, alors là c'était, même si tout avait été dit pour moi aussi auparavant, la reco ne fait souvent que reprendre ce qui a été dit dans le texte de loi ou dans le décret. C'est ne pas oublier le marché cible. Ce que j'ai mis à la fin, parce que c'est vraiment mon point de vue, c'est que la détermination du marché cible, c'est la première marche vers un bon devoir de conseil. Est-ce que le client est dans la cible? Une fois qu'il est dans la cible, on est sur une vision générale. Après, une fois qu'on a vérifié qu'il était dans la cible, on va vérifier si le produit est bon pour lui, s'il répond bien à ses besoins, à ses objectifs, c'est ce qui sera l'objet du devoir de conseil. Mais le premier point, c'est est-ce qu'il est bien dans la cible? Donc, je vous ai rappelé dans ce slide qu'il y avait une recommandation qui n'est pas celle-ci, mais celle du 17 juillet 2023, qui a rappelé les attentes de la CPR en matière de marché cible. Et notamment, la CPR a tapé du poing sur la table parce que déjà dans le texte, c'est-à-dire dans le texte de transposition de la DDA, il était bien indiqué que les contrats dont la date de naissance était postérieure au 1er octobre 2018 devaient faire l'objet d'un marché cible, donc pas le stock, mais que le stock devait rentrer dans le marché cible dès lors qu'il y avait une modification significative du contrat. Et lors de ces contrôles, la CPR a constaté que les assureurs n'effectuaient pas avaient effectué des modifications significatives, mais n'avaient pas passé le contrat par la POG, par la comitologie adéquate au marché cible. Et là, ça a posé un problème. Les assureurs répondant à la CPR que ah ben non, c'était pas une modification significative qui avait été faite. Donc la CPR a rappelé ce qu'elle considérait comme étant des modifications significatives, tant en assurance vie qu'en assurance non vie. Je vous ai mis les exemples dans le slide, dans le slide 9. Vous le lirez, vous pouvez le revoir tranquillement. Donc, dès lors qu'il y a ajout-suppression d'une nature de support en vie ou d'un profil de gestion, on est en modification significative. De même, lorsqu'il y a un changement dans le calcul de la participation au bénéfice,
on est en modification significative, et en assurance non-vie, dès lors qu'il y a, j'allais dire, une modification sur les garanties, les conditions, les exclusions, les franchises, etc. On est également dans des modifications significatives. J'ai juste rajouté un point sur la value for money, hein, qui doit être prise en compte dès l'origine de la mise en place du marché cible, c'est-à-dire la vérification du bon rapport qualité-prix pour le client. C'est un peu simple, mais c'est un point important. Alors, le premier sujet visé par la reco en tant que tel, c'est le devoir de conseil avant l'adhésion, hein, celui qu'on a l'habitude, si je puis dire, de mettre en place à la souscription, hein, comme on dit, à la souscription d'un contrat. Que rappelle l'ACPR? L'ACPR rappelle qu'il convient d'interroger le client, et on la remercie quand même de cette manifestation intéressante. Et par contre, elle va nous rentrer dans le détail sur comment j'interroge mon client. Alors, ces points-là, pour revenir sur ma question impertinente, y a-t-il de la nouveauté? Les premiers éléments indiqués dans la reco de 2024 sont exactement un copier-coller de la reco de 2013. À savoir qu'il faut informer le souscripteur ou l'adhérent que cette partie de questionnement qu'on va mettre en place est effectuée dans son intérêt. Voilà, c'est que n'oublions pas ce point essentiel, c'est qu'on a un professionnel face à un non-professionnel. Et que le non-professionnel, c'est-à-dire notre fameux souscripteur éventuel, notre adhérent, notre client, enfin, peu importe le nom qu'on va lui donner, il ne comprend pas toujours ce que le professionnel est en train de faire. Et notamment cette partie questionnement qui peut être, et on le verra notamment en assurance vie, un questionnement intrusif, et qu'il faut lui expliquer pourquoi on l'interroge. Il faut lui expliquer. Donc, et notamment, et pas lui dire j'applique la loi, hein, mais que ce questionnement est fait pour lui délivrer le meilleur conseil, qu'il est fait dans son intérêt. Avant de délivrer un conseil qui devra être adapté aux exigences et besoins, ça aussi, alors ça c'est depuis 2007, hein, le recueil des exigences et besoins, il est primordial de connaître son client, c'est ce que dit la CPR. Donc ça aussi, dire, y a-t-il une nouveauté? Donc, par conséquent, il conviendra de recueillir les informations clients. Par contre, la nouveauté, si je puis dire, c'est que la CPR va nous préciser que ce doit être fait au moyen de questions claires, précises et compréhensibles. Alors, j'insiste sur le mot compréhensible parce qu'on a un jargon, qui est quand même le jargon des assureurs, et que ce qui nous apparaît comme simple et compréhensible ne l'est pas toujours pour le client. Même le mot franchise, le mot valeur vénale, ce ne sont pas des mots qui sont d'une simplicité totale pour quelqu'un qui n'est pas du métier. Donc, réexpliquer les termes, ça a toujours un intérêt. Pour l'ensemble des produits d'assurance, la CPR va recommander aux distributeurs de recueillir des informations pertinentes relatives au souscripteur ou à l'adhérent. Et là aussi, ce sont des éléments qui sont intéressants. Je le dis pour avoir regardé pléthore de questionnaires de conseil, c'est qu'il apparaît parfois que ces questionnaires posent des questions qui ne sont absolument pas utiles à la vente du produit. Et que je dis, mais pourquoi vous posez cette question? Et qu'on me répond, bah, on ne sait pas en fait. On a considéré que c'était intéressant de connaître ce client, mais en fait, ça n'est absolument pas utile dans la proposition du contrat qu'on va lui faire. Donc, je dis, bah, ça pour retirer. Donc, ça, c'est l'information pertinente. Il faut vraiment qu'elle soit utile, hein, lors de la souscription du produit. D'autre part, la CPR rappelle également que les exigences et les besoins doivent être étudiés en vertu de l'étendue et du niveau de couverture souhaité. Donc, bien poser des questions aux clients sur ce qu'ils souhaitent en garantie, hein, parce que ça fait partie des éléments essentiels pour pas non plus lui faire une couverture trop importante, ce qui peut effectivement intéresser le souscripteur, l'assureur, mais pas obligatoirement le client. Donc, qu'est-ce qu'il souhaite clairement et lui conseiller donc un contrat qui soit en cohérence avec ses exigences. Pour ce faire, même chose, ça existait depuis 2013. La CPR préconise la mise en place d'un arbre de décision.
Donc, sous la forme d'un questionnement logique, s'il répond non à une question, on ne va pas lui reposer une deuxième. Par contre, s'il répond oui, on va rentrer dans le détail. C'est ça l'arbre de décision. Un arbre de décision par un questionnement logique, proportionné et pertinent. L'objectif recherché est donc de déterminer les besoins du client, son niveau de couverture et de veiller à ce que tout ce qu'il souhaite soit présent dans le contrat qu'on va lui conseiller. Le point d'attention, qui est une nouveauté, si je puis dire, dans le fait que ça soit écrit clairement, c'est éviter les cumuls. Alors j'allais dire, normalement, un bon professionnel se devrait poser la question de « avez-vous déjà un contrat d'assurance ?» Bon, là, il est clairement dit que l'un des apports de cette recommandation est d'obliger le distributeur à interroger son client sur les contrats d'assurance qu'il détient déjà afin d'éviter le cumul de garantie. Et le cas échéant, le distributeur devra informer donc le souscripteur des risques de cumul si le client veut vraiment un contrat qui pourrait s'avérer être cumul d'assurance. Mais par contre, il est plutôt là pour l'aider à évaluer l'opportunité d'un nouveau contrat et peut-être de l'aider à résilier l'ancien pour un nouveau, mais en lui démontrant que le nouveau va lui apporter une couverture plus importante. Donc, c'est ça que le distributeur devra mettre en avant, c'est voilà l'apport que je vous apporte par ce nouveau contrat par rapport à celui que vous aviez auparavant. Il devra bien entendu, parce que chaque fois qu'on conseille, je reviendrai là-dessus, on doit justifier du conseil donné, et donc il devra justifier par écrit ou sur support durable le conseil donné, et bien sûr et informer le client des conséquences et l'aider à évaluer l'opportunité de souscrire ou d'adhérer à un nouveau contrat. Quand je vous ai mis des éléments comme 2.1, 2.2, c'est bien entendu les paragraphes de la recommandation. Alors, ce point sur les cumuls, éviter les cumuls d'assurance, il est important parce que il est réellement le résultat des constats suite au contrôle de la CPR qui ont amené la CPR à constater que les distributeurs proposaient des contrats d'assurance sans vérifier préalablement qu'il y avait un cumul involontaire, en tout cas, de contrats couvrant le même risque. Alors, pour les contrats d'assurance de capitalisation et d'assurance vie, on passe par un autre article, pour faire un autre article du Code des assurances pour faire un devoir de conseil. Cet article du Code des assurances indique d'ores et déjà qu'un devoir de conseil, c'est bien entendu interroger le client sur ses besoins et ses exigences, comme en non-vie, mais c'est en plus l'interroger sur d'autres critères qui sont des critères liés notamment à sa situation financière et à ses connaissances et expériences en matière financière. Donc, bien entendu, compte tenu qu'on va avoir d'autres critères à mettre en œuvre pour faire un devoir de conseil en assurance vie, la CPR va rappeler ce qu'elle attend du fameux questionnaire en assurance vie et en produits de capitalisation. Donc, le questionnaire doit recueillir des informations sur la situation familiale et professionnelle du souscripteur et l'accompagner sur la clause bénéficiaire. Donc, ça, c'est un élément que j'ai remis à un autre moment. Ça, c'est quelque chose de nouveau, par contre, la clause bénéficiaire. Donc, on en reparlera. Mais là, je vais dire déjà situation familiale, situation professionnelle. Sa situation financière, donc poser des questions sur son métier, de combien il gagne, etc. Ses différents avoirs. On va interroger le client également sur sa capacité de subir des pertes, puisqu'on va essayer de dégager un profilage client, ses connaissances et son expérience en matière financière pour vérifier si le client comprend les risques qui sont encourus,
et bien entendu déterminer ses objectifs de souscription parce qu'on ne propose pas les mêmes produits selon qu'on a un objectif à 3 ans, à 5 ans, à 10 ans ou à 20 ans, puisqu'on peut bien entendu préparer non seulement sa retraite, mais même préparer sa succession. Hein. Donc, il faut qu'on sache exactement ce pourquoi le client s'apprête à investir ou à épargner sur ce type de contrat. Donc, le distributeur doit pouvoir identifier et gérer également les réponses manifestement incohérentes entre elles, ce qui existait déjà dans la reco de 2013, en mettant en place ce qu'on va appeler des mécanismes d'alerte, hein, c'est-à-dire qu'il faudrait qu'il y ait des pop-up qui se mettent en place au niveau informatique pour pouvoir dire « Oula, il y a deux réponses qui sont absolument pas cohérentes entre elles, hop, j'ai un mécanisme d'alerte qui se met en place ». Bien entendu, lors d'une vente à distance, il va y avoir également des mécanismes d'alerte qui vont être des mécanismes d'explication en direct qui vont être donnés au client pour lui dire, bah là, tu m'as donné une réponse qui n'est pas cohérente avec celle du paragraphe 1. Il y en a une des deux qu'il va falloir revoir. Donc ça, c'est aussi des éléments qui vont être importants. Donc, globalement, on retrouve les éléments essentiels qu'on connaît sur comment est-ce qu'on fait un conseil en assurance vie. Le point d'attention, encore une fois, je l'ai redit dans un slide suivant, c'est la clause bénéficiaire. Alors, la clause bénéficiaire, elle n'avait pas réellement fait l'objet, et ça, c'était, vous voyez, c'est bien qu'il l'ait mis, parce que sinon, je l'aurais mis dans mon dernier slide, dans les choses qui manquent. Ça fait longtemps que je me dis, mais pourquoi il n'y a pas ce travail qui est fait sur cette notion de clause bénéficiaire et de conseil qu'on doit faire aux clients sur la clause bénéficiaire? C'était vraiment un élément manquant. On était axé conseil, c'est-à-dire, je parle en vie, répartition, allocation d'actifs, produits garantis, non garantis, etc. Mais pas clause bénéficiaire, alors que c'est un élément capital. Donc là, c'est vrai que c'était important de revenir sur cette notion de clause bénéficiaire, non seulement ce qu'on verra à la souscription, mais en cours de vie du contrat, parce que bien entendu, on évolue, si on a mis notre mari et qu'on divorce, il faudra peut-être la revoir, cette clause bénéficiaire, et que parfois, le distributeur, il oublie complètement qu'il y a une clause bénéficiaire sur laquelle il faut revenir. Par contre, ce qu'on avait à l'époque, c'était déjà des arrêts de cour de cassation qui nous disaient attention, la clause bénéficiaire doit être revue en cours de vie du contrat, à tel point que moi-même, j'avais déjà mis en place en cours de vie du contrat une relecture de la clause bénéficiaire. Donc, vous voyez que ce sont des éléments importants, mais qui nous avaient déjà, enfin, en tout cas, alertés par des décisions de cour. Donc, j'insiste un petit peu là-dessus. Alors, l'élément nouveau qui n'était pas en 2013 dans la reco, vous vous en doutez, c'est le recueil des préférences en matière de durabilité. Donc, on va devoir poser des questions à nos clients sur ces préférences éventuelles en matière de durabilité. Donc, ça, c'est une mise à jour effectivement de la recommandation qui prend en compte donc l'intégration des préférences des clients en matière de durabilité dans le devoir de conseil en assurance vie. Et donc là, la CPR va préconiser aux distributeurs de fournir aux clients une information claire, exacte et non trompeuse, leur permettant d'investir en connaissance de cause en fonction de leurs préférences en matière extra-financière. Et donc, ils devront expliquer préalablement à l'adhérent ou au souscripteur éventuel ce que sont les préférences en matière de durabilité et notamment la distinction entre toutes les préférences en matière de durabilité, que ce soit, et c'est pour ça que j'ai remis le paragraphe 2.1.3.7, c'est un extrait. Pour ce faire, donc, c'est ce que dit la recommandation, les distributeurs peuvent notamment préciser les critères de préférence distinctement en matière environnementale, sociale ou de gouvernance, quels sont les points sur lesquels le client est le plus sensible. Il faudra bien entendu être le plus clair possible pour s'assurer que ce questionnement et notamment les formulations utilisées soient explicites pour le souscripteur éventuel. Mais, et j'insiste, c'est pour ça que je l'ai mis en rouge, attention, il va falloir prévoir des questions qui, comme par hasard, ne sont pas incluses dans l'annexe. Parce que l'annexe, c'est un copier-coller de la reco de 2013. L'annexe, c'est voilà les questions que vous pouvez poser, mais ils n'ont pas indiqué les questions sur la préférence en matière de durabilité. Donc, j'insiste, ce point devra être rajouté au questionnement puisqu'il n'a pas été prévu dans l'annexe. Sur la traçabilité et la formulation du conseil, bien entendu, j'ai l'impression d'enfoncer une porte ouverte, mais je le dis quand même,
tout doit être tracé. Hein. On est dans des métiers où on doit garder la preuve, donc on doit tracer les différents éléments qu'on a pu recueillir du client, on doit les conserver, ces documents et ces informations doivent être accessibles et voilà, donc on doit pouvoir apporter la preuve, donc c'est ce que je vous ai mis dans le rectangle bleu, la formalisation du devoir de conseil via un document écrit et signé par le client, même s'il est dématérialisé, parce que c'est de plus en plus dématérialisé, c'est une étape importante du processus de mise en conformité, car il appartient au distributeur d'apporter la preuve de l'exécution de son obligation d'information. Là, moi, je suis conseil, mais il y a une obligation d'information et une obligation de conseil. Et c'est important de bien garder l'ensemble de ces éléments probants. Alors, j'ai parlé du conseil sans vous réexpliquer qu'il y a différents niveaux de conseil, ce qui est une particularité à la française, puisque j'interviens au Luxembourg, qui n'a pas du tout ce mode de conseil, il n'y a qu'un seul niveau de conseil. Et donc, je vous ai remis la pyramide du conseil. Alors ça fait partie d'un texte, qui s'appelle le conseil en assurance, qui date de 2018, écrit par la CPR, qui reprend les différents niveaux de conseil, avec l'obligation socle, qui est donc le conseil de niveau 1, qu'on appelle le conseil de niveau 1, donc conseil obligatoire, quel que soit j'allais dire le cadre de distribution, on a cette obligation de conseil de niveau 1. On ne peut pas faire en France de vente sans conseil. Encore une fois, je parle de Luxembourg, où on peut faire une vente sans conseil. En France, on ne peut pas faire de vente sans conseil. Donc, c'est pour ça que c'est une obligation socle. Par contre, on peut upgrader son conseil. On peut faire ce qu'on appelle de la recommandation. Et c'est la raison pour laquelle le titre de la recommandation que j'ai sous les yeux, c'est bien, ce qui est drôle, c'est que le mot est le même, ça s'appelle aussi de la recommandation, c'est recommandation 2024 sur l'exercice du devoir de conseil et la fourniture d'un service de recommandation. On a encore le mot service de recommandation, donc vous voyez dans la partie bleue de ma pyramide. Et donc, à partir du moment où on fait un conseil, donc qui va s'appeler service de recommandation, on va devoir comparer soit des contrats, soit des options de garantie. Et donc, on va devoir expliquer pourquoi c'est ce contrat ou cette option qui est le mieux pour le client. Donc là, on est en service de recommandation. Et on a deux services de recommandation. On a ce qu'on appelle le service de niveau 2 ou 3. Personne n'a pris le niveau 3, qui le troisième niveau de conseil ne concerne, lui, que les courtiers, puisqu'ils doivent faire le tour du marché pour faire une analyse impartiale d'un nombre suffisant de contrats. Donc, je ne reviens pas là-dessus, mais c'est juste pour vous dire que du coup, quand on va devoir justifier du conseil, la justification d'un conseil de niveau 1 ou la justification d'un service de recommandation ne va pas du tout se faire de la même façon. C'est ce que je dis sur ma deuxième partie de slide, puisque dans la partie grise, donc pour le conseil de niveau 1, les motivations du conseil peuvent être synthétiques et standardisées, d'accord? Alors que dès qu'on est en niveau 2 et 3 de conseil, ça c'est Dixit la CPR, c'est Dixit sa note sur le devoir de conseil de 2018. Quand on est en niveau 2 ou 3 de conseil, la motivation doit être plus personnalisée et mettre clairement en évidence pourquoi c'est ce contrat ou pourquoi c'est cette option qui correspondent le mieux aux exigences, aux besoins du client. Donc ça, c'est vraiment des éléments essentiels, c'est de distinguer dans sa justification le 1 et le 2 et 3. Alors là, pour le coup, vous voyez, c'est vraiment nouveau. Quand je dis des fois, c'est quoi les apports par rapport à 2013 parce qu'en 2013, on ne disait pas ça, on disait qu'il faut justifier du conseil, mais on ne disait pas comment on pouvait justifier du conseil. Ce qui fait que moi-même ayant été contrôlée, quand je dis moi, c'est mes établissements, j'avais une remarque de la CPR en disant « vous ne justifiez pas assez ». Et je disais « mais comment on justifie ?» Et même la CPR, ils ne savaient pas trop comment nous dire comment justifier, tandis que maintenant, il y a une note de la CPR qui dit comment est-ce qu'on fait une justification de conseil. C'est vraiment, ça, ce sont des outils, pour le coup, extrêmement utiles. J'ai rajouté qu'en assurance vie, les motivations d'un conseil en assurance vie
doivent être précisés dans ce qu'on appelle une déclaration d'adéquation, c'est-à-dire que le profilage risque client doit être en adéquation avec le conseil donné, c'est-à-dire l'allocation d'actifs qu'on va conseiller au client. Alors maintenant, on en arrive à ce qui semble être la nouveauté, à savoir le conseil dans la durée. Alors, je vous ai remis quand même l'arrêt de la Cour de cassation de 2006, parce que quand on nous dit que c'est une nouveauté, bon, ok, tout le monde n'appliquait pas l'arrêt de la Cour de cassation de 2006, mais malgré tout, ça donne toujours une tendance, la Cour de cassation. Et je rappelle quand même que dans cet arrêt, un agent général avait été mis en cause, donc sa responsabilité avait été recherchée pour ne pas avoir proposé à sa cliente une modification de son contrat par suite de l'évolution de la situation de la cliente, et que la Cour a indiqué cette phrase que j'ai mis entre guillemets, qui, à mon avis, a fait le tour de toutes les jurisprudences: le devoir d'information et de conseil ne s'achève pas lors de la souscription du contrat. Donc, vous voyez quand même qu'on est loin de la grande nouveauté de la recommandation de 2024. Excusez-moi, vous voyez le message. Alors, bon, je vous ai mis que la Cour réitérait cette décision dans un arrêt de 2016 en assurance vie, mais j'allais dire en assurance vie, on est moins surpris parce qu'en assurance vie, on avait les recos de la CPR qui disaient qu'il fallait faire un conseil dans la durée. Hein. Elle disait déjà dès 2013, dès lors qu'il y ait de modifications significatives dans le profilage du client ou dans ses choix d'investissement, il va falloir faire un conseil dans la durée. Donc déjà, on avait ces notions qui étaient intéressantes de modification significative. Donc, moi, je vous ai mis la CPR dans ses recommandations antérieures, avait demandé la mise en place d'une périodicité, notamment en assurance vie, cette fameuse reco de 2013. Mais ce que j'ai souligné ensuite, c'est que rien, mais vraiment rien, n'empêchait pour autant d'élargir ce principe qui avait été, on va dire, proclamé en assurance vie, de le mettre en place en assurance non-vie. Je veux dire, à partir du moment où on dit il faut revoir le conseil en cours de vie du contrat en assurance vie, qu'est-ce qui vous empêchait, parce que moi je l'ai fait, qu'est-ce qui vous empêchait de le mettre en place en assurance non-vie et dire pour revoir le conseil en assurance non-vie en cours de vie du contrat? Ça, on aurait pu le faire et vous n'auriez pas été tapé sur les doigts. C'est ce qu'on appelle l'élargissement de la bonne pratique de la CPR qui était en vie. C'est une sorte de contamination d'une bonne pratique. Donc, on est super content d'être contaminé par une bonne pratique. Donc, la CPR va réaffirmer que l'exercice du devoir de conseil doit intervenir à plusieurs moments de la vie du contrat, hein, dans sa reco, avant la souscription, ce qui me paraît normal, mais également pendant la durée des contrats, à des échéances périodiques. Alors, bien entendu, elle ne donne pas les échéances. Pourquoi? Parce que, comme elle le dira elle-même, c'est à vous de définir en fonction de votre portefeuille client, en fonction de votre portefeuille produit. Tout le monde n'a pas les mêmes typologies de clients, tout le monde ne vend pas les mêmes produits. Quelles sont les bonnes échéances à mettre en place? Bon, voilà. En ce qui concerne le devoir de conseil après la souscription, la CPR demande de vérifier que le produit d'assurance couvre toujours les besoins de l'assuré. C'est est-ce que ce contrat est toujours utile pour vous, hein? C'est un peu comme ça. Ou est-ce qu'il est insuffisant? Est-ce qu'il faut une couverture plus large? Donc, pour ce faire, il est demandé au distributeur, pour les produits IARD, de prendre contact pour les produits pour lesquels cela s'avère nécessaire avec le souscripteur à une échéance périodique, adaptée au produit, pour vérifier que le contrat et les garanties souscrites sont toujours cohérentes avec les exigences et besoins du client. Et à cet effet, elle propose, elle suggère, et c'est pas beaucoup, hein, tous les 5 ans, pour la MRH. Sincèrement, c'est pas beaucoup. Hein. Donc, elle dit un peu plus pour les contrats affinitaires. Donc, vous voyez que les exigences sont quand même pas énormes à ce moment-là. Et pour faire un effet rebond commercial, on pourrait dire qu'on peut aussi profiter de ces échéances pour rediscuter avec le client et lui proposer peut-être des contrats dont il aurait besoin qu'il n'avait pas encore avec vous. En assurance vie, alors on va avoir des précisions qui n'existaient pas, ça c'est intéressant, mais qu'on avait par d'autres textes, mais peu importe, mais c'est redit en tout cas dans la reco. Donc pour les contrats de capitalisation et d'assurance vie, il est mentionné que s'il n'y a pas d'opération faite par le client qui pourrait bien entendu entraîner une mise à jour, hein, puisque dès qu'il y a une opération,
lui dire, mais au fait, est-ce que tu as changé de travail, est-ce que ta situation familiale a changé, etc. Mais s'il n'y a pas d'opération, l'absence d'opération doit déclencher une prise de contact après 4 ans lorsqu'on fait un conseil ou 2 ans en cas de recommandation personnalisée. Hein. Donc, tous les 4 ans, hein, il faut se rapprocher en cas d'absence d'opération. Hein. En cas d'absence d'opération, c'est au minimum tous les 4 ans si on fait un conseil de niveau 1 ou tous les 2 ans si on fait un service de recommandation. Donc ça, c'est un premier point qui est extrêmement important. Donc, il faut, bon, je vous ai remis paragraphe 2.3.1. Pour la recommandation reprend hein, les exigences du Conseil dans le temps imposé par la loi Industrie verte hein, et précise en outre que la première période d'observation, parce qu'on pourrait se dire oui, mais à partir de quand? Et que la première période d'observation, c'est pour ça que je l'ai surligné, de l'absence d'opération de 4 ans ou de 2 ans, débute le 24 octobre 2024. Donc là, c'est effectivement un point important. Soit une prise de contact au plus tard le 23 octobre 2028, pour ceux qui font un conseil de niveau 1, ou au 23 octobre 2026, pour ceux qui font un service de recommandation. Donc là, c'est vraiment un petit point d'attention qui est extrêmement important dans la reco. Hein. C'est la date d'effet quand même du conseil dans la durée en vie en cas d'absence d'opération. Alors, sur les délais de réalisation du devoir de conseil, l'ACPR recommande aux distributeurs de mettre en place des moyens suffisants et proportionnés pour permettre la fourniture d'un conseil dans un délai raisonnable, y compris lorsque la demande est réalisée sur papier libre, puisqu'on pense aussi à ces gens qui ne vont pas obligatoirement sur Internet, hein, et donc de réagir assez rapidement lorsqu'il y a effectivement des clients qui utilisent le courrier, j'allais dire, classique. Alors, j'ai mis 2 points en rouge. J'en ai déjà parlé, c'est le conseil sur la clause bénéficiaire. Vraiment marquer le point dans la mesure où ça n'était pas traité auparavant, en tout cas dans les recos de la CPR. Et le deuxième point, c'est effectivement également la fiscalité. Donc, bien expliquer la fiscalité, ça c'est ce que mentionne la CPR, notamment en cas de rachat. Lorsqu'on fait des versements de primes après 70 ans. Donc, c'est encore une fois, vous êtes tous aussi clients. Hein, et moi, je remarque les défauts aussi de mes conseillers, j'allais dire à certaines étapes du devoir de conseil. La clause bénéficiaire, c'est vraiment vous débrouiller un peu. Hein. Donc, je trouve ça, sauf à nous, toujours les clauses de type, je sais que ça, c'est très utile, les clauses type. Mais bon, des fois, on est dans des situations totalement particulières. Donc, c'est utile de prendre le temps de discuter de la clause bénéficiaire, de voir si on met les mêmes clauses dans les mêmes contrats, hein, si on a plusieurs contrats d'assurance vie. Donc, il y a plein de sujets quand même. C'est pas simplement la clause, c'est est-ce que je mets les mêmes, comment je les répartis, etc. Et puis, tout ce qui est fiscalité, parce qu'on s'était également rendu compte de ça, c'est que parfois, il y a des parents ou grands-parents qui, à la naissance d'un enfant, ouvrent un contrat d'assurance vie et la personne, au moment où elle grandit, elle va parfois retirer l'ensemble des sommes qui ont été épargnées pour acheter un appartement ou autre chose, alors qu'on pourrait garder, j'allais dire, toute l'antériorité fiscale du contrat. Donc, même si on a un besoin pressant d'argent, de garder quand même quelques sommes sur le contrat d'assurance vie antérieur, ça peut être utile. Hein. Donc, faut vraiment faire du cas par cas. Et la fiscalité a quand même un impact important, donc il ne faut pas l'oublier dans le devoir de conseil. Il nous reste 3 petites minutes, Marie. Ça me suffira totalement. Je crois qu'il me reste 2 slides. Je crois que ta dernière slide est très importante. Donc, oui. Alors, sur le plan d'épargne retraite, la CPR rappelle, enfin, on recommande aux distributeurs d'attirer l'attention sur le caractère non disponible de l'épargne. Donc ça, c'est effectivement, comme on vend beaucoup, hein, on sait qu'en ce moment, ces opérations plan d'épargne retraite, notamment bien sûr dans le cas des difficultés qu'on a avec le système de retraite actuel, mais à chaque fois, enfin, j'insiste toujours de ne pas oublier quand même que maintenant on a quand même des critères pour pouvoir sortir de l'indisponibilité, ce qui n'existait pas avant.
Mais bon, en tout cas, bien insister sur ce point-là parce qu'on a quand même toujours l'assurance vie si on a besoin. Donc, penser à faire répartir les sommes parfois, c'est important. D'informer sur les options de sortie et toujours les incidences fiscales, d'informer sur la possibilité de modifier également son profil d'épargnant. Lorsque le conseil porte sur un transfert de droit d'un ancien produit d'épargne vers un PER, d'exposer les raisons qui motivent la préconisation de cette opération au regard des caractéristiques propres du nouveau contrat et notamment des frais. Et lorsque le conseil porte sur une stratégie d'investissement pouvant être investie sur des UC, expliquer les caractéristiques du profil d'allocation conseillée et ses risques associés. Donc voilà, en tout cas, faire attention sur ces contrats qui sont énormément vendus et sur lesquels on n'est jamais à l'abri de rien, avoir des clients qui disent mais on m'a mal conseillé, c'était pas du tout ce que je voulais en termes de produits. En tout cas, ils peuvent s'en apercevoir à la sortie. Donc c'est important. Alors effectivement, comme l'a souligné Laurence, c'est mon dernier. Alors c'est pas tout à fait mon dernier slide parce que je termine par un extrait du discours de Jean-Paul Faugère. Mais il y a deux sujets. Donc moi, je me suis aperçue qu'ils n'avaient pas été traités dans la recommandation et dont en tout cas le premier m'a énormément étonnée. C'est la mise en garde. Alors pourquoi? Parce que la mise en garde en assurance, elle a été, si je puis dire, mise en place dans l'ordonnance de 2009 dont je parlais lorsqu'on a revu l'obligation de conseil en assurance vie, notamment pour les assureurs. Et là, il y avait cette création d'une mise en garde. Donc là, je suis avant en TDDA, donc vous voyez, en TDDA, des fois. Je vous ai mis là, en tout cas, post-DDA, la mise en garde est quand même réaffirmée dans l'article L522-6 du Code des assurances. Et cette mise en garde, c'est vrai qu'elle a été prévue en assurance vie. Encore une fois, rien n'empêche de ne pas la mettre en place en assurance non-vie, et je vais vous dire pourquoi. Donc, elle avait été prévue en assurance non-vie, notamment lorsque le client ne répond pas à l'ensemble du questionnaire. Ce point est essentiel. Vous avez un client, vous avez vu toutes les questions que vous avez à lui poser. C'est extrêmement intrusif en assurance vie. Et on peut tout à fait se retrouver dans une situation, parce que moi, ce qui m'intéresse, c'est opérationnellement, c'est pas de faire du droit pour du droit, c'est qu'est-ce qui se passe concrètement quand je suis face à un client. Et le client qui dit, écoutez, vous êtes gentil, moi, je suis venu pour ouvrir un contrat d'assurance vie, je suis pas venu pour répondre à un quiz en assurance. Et qui veut pas répondre sur qu'est-ce que c'est qu'une SCPI, qu'est-ce que c'est qu'une action, est-ce que vous endettez, est-ce que vous endettez pas, etc. Qu'est-ce que vous vous trouvez face à qu'est-ce que vous faites quand vous vous trouvez face à cette situation? J'allais dire, le mauvais élève va me dire, je m'abstiens de lui proposer un contrat. Eh bien, c'est un tort parce que le bon élève va répondre, je lui propose un contrat, je lui propose une allocation d'actifs, mais je le mets en garde qu'il n'a pas répondu à l'ensemble du questionnaire. Et ça, c'est la bonne réponse parce qu'on a effectivement cette possibilité de mise en garde. Donc, il faut l'utiliser à fond. Et cette mise en garde, elle est toujours prévue. La CPR, je le sais parce que j'ai questionné la CPR, l'accepte lorsque le client ne suit pas le conseil, parce que là, je dis, il faut conseiller, mais il faut aussi que le client, il accepte le conseil. Donc, ou qu'il le refuse. Mais s'il le refuse, il peut refuser le conseil en disant, ah non, vous me proposez trop de garanties, je veux l'option en dessous, ou enfin, des tas de raisons, ou je veux pas cette unité de compte-là, j'en veux une autre. Moi, je me suis retrouvée dans cette situation où j'ai dit, je veux pas de cette unité de compte-là, j'en veux une autre. Donc, j'ai refusé le conseil. J'ai accepté le contrat qu'on m'avait proposé, mais j'ai refusé l'allocation d'actifs. Donc, on est tous dans des situations, on peut tous être amenés à être dans cette typologie de situation. Qu'est-ce qu'on fait en tant que professionnel quand on a un client qui dit non, partiellement, peu importe, non, on va le mettre en garde, on doit le mettre en garde. C'est une sorte de retournement de responsabilité, encore une fois prévu par le Code des assurances. Rien n'empêche la mise en garde en non-vie. Personnellement, je l'avais mise en place. Mais pire, et c'est ce que je vous ai marqué, c'est que le médiateur de l'assurance, regardez un peu les décisions de la médiation, ne fait que de dire l'assureur aurait dû mettre en garde, ou l'agent général aurait dû mettre en garde, ou le courtier aurait dû mettre en garde, etc. Comment est-ce qu'on met en garde un client si on n'a pas le document qui va bien, si on n'a pas prévu dans l'éditique, c'est pour ça que j'ai mis l'éditique en rouge et surligné,
une phrase qui prévoit cette mise en garde, le client qui ne suit pas le conseil. Donc ça, c'est un point qui, pour ma part, compte tenu que cette mise en garde existe depuis en TDDA, je ne comprends pas. Mais en vous le disant, je me dis, je pense comprendre pourquoi. C'est que la CPR veut éviter qu'il y ait trop de mise en garde. OK, mais c'est quand même un élément crucial, elle existe. Et cette mise en garde, elle peut non seulement intervenir à la souscription, c'est-à-dire tout au début du contrat, mais également en cours de vie, quand vous voulez lui faire modifier son contrat. Si vous lui donnez un bon conseil dans une modification et que le client dit « Ah ben non, je ne veux pas », comment vous faites? Comment vous faites pour tracer? Bien, je vous mets en garde qu'en cas de sinistre, vous ne viendrez pas chercher ma responsabilité. C'est un retournement de responsabilité. Donc, pensez quand même à cette mise en garde. Je vous ai mis dans l'avant-dernier bullet point que le médiateur de l'assurance indique qu'il faut régulariser des mises en garde. Autre sujet non abordé, qui fait pourtant partie des sujets pôle commun CPR-AMF, c'est la vulnérabilité. Alors, vous allez me dire, qu'est-ce que ça vient faire la vulnérabilité? Mais si, il n'y a aucune question sur l'existence ou non de mesures de protection dans les questionnaires que je vois. On ne pose à aucun moment la question à un client, est-ce que vous êtes sous mesure de protection? En tout cas, si on la pose à l'origine, c'est-à-dire quand j'ai 40 ans ou 30 ans, on ne la repose pas au fil de l'eau. Or, c'est quand même une question essentielle. Et que spontanément, peut-être qu'en plus, la personne qui est sous protection ne va pas vous le dire tout à fait spontanément. Il faut peut-être un peu pousser le curseur pour aller vérifier si oui ou non elle est sous mesure de protection. Et comme ça fait partie des sujets sur la vulnérabilité sur lesquels la CPR et l'AMF continuent de travailler, moi, je sais que j'interviens avec France Tutelle dans des colloques. On se dit que quand même, on va intervenir auprès de ces deux autorités pour leur demander de faire rentrer ces questions dans les questions clés à poser systématiquement. Êtes-vous sous mesure de protection, oui ou non? Donc, c'est un élément qui est quand même capital. Voilà, c'est les deux points sur lesquels je pense qu'on aurait pu améliorer le recours. Alors, en guise de conclusion, je vous ai mis un extrait du discours de Jean-Paul Faugère lors de sa matinée protection de la clientèle du 14 mars dernier, où il reprend en fait les éléments qui ont permis ou qui ont conduit à la construction de cette recommandation, en disant il n'est pas indifférent que la loi dite Industrie verte du 23 octobre 2023 soit revenue sur la question du devoir de conseil. Elle en a développé le contenu, en particulier dans la durée, en prévoyant en assurance vie sa périodicité, vous voyez ces fameux 4 ans ou 2 ans, voire sa nécessité en cas d'opération significative. Nos recommandations ont repris et détaillé les modalités de mise en œuvre du devoir de conseil dans la durée. Il n'est pas anodin que la CPR ait tenu à présenter une recommandation qui s'applique globalement à tous les contrats, y compris en non-vie, car le devoir de conseil est d'application générale et ne s'achève pas lors de la souscription du contrat, comme le rappelle l'arrêt de la Cour de cassation. Vous voyez que lui-même y fait référence dans sa décision du 5 juillet 2006. Naturellement, l'acte individuel de délivrance du conseil et du ressort du distributeur final et de lui seul. Cependant, la chaîne de distribution est tenue par une solidarité qui unit l'ensemble des acteurs de cette chaîne, raison pour laquelle je vous ai fait le schéma de la chaîne de commercialisation. Elle induit une responsabilité conjointe. L'assureur, voire le courtier grossiste, ne saurait s'exonérer d'une vraie surveillance des pratiques de terrain. Et d'ailleurs, il est difficile de croire que les pratiques du distributeur final ne sont connues de ses partenaires assureurs. Un devoir de contrôle et de surveillance existe à la charge de l'assureur ou du courtier grossiste, ce qui signifie clairement que l'assureur ou le courtier grossiste doit vérifier que le distributeur final fait bien, assume bien son devoir de conseil, ce que si vous êtes assureur ou distributeur grossiste, vous devez faire à travers vous aussi des questionnaires ou des contrôles ou des audits sur place. J'en ai terminé. Un immense merci, Marie. C'était compliqué en si peu de temps, effectivement, de traiter de tous ces sujets. Mais voilà, je vous invite vraiment à venir suivre les formations que Marie anime à nos côtés. Vous y comprendrez tout ce qui a trait
et qu'elle a souligné en fin d'intervention autour de la vulnérabilité, pardon, la traçabilité, l'importance d'interroger le client, même si on a eu quelques questions sur ouais, ok, interroger le client c'est bien, mais le client en fait il peut toujours mentir. Par rapport à oui, il y a la ça, traçabilité de ses réponses. Hein. non mais voilà, Non. effectivement. Effectivement. Alors, si on doit prendre quelques questions, parce qu'il y en a eu beaucoup, mais je ne vais pas toutes pouvoir te les poser. Euh, au niveau du conseil dans la durée, au niveau notamment, on nous a demandé, est-ce qu'en cas de présence d'opération, le conseil, la traçabilité, etc., est-ce que c'est tous les ans aussi? Alors, normalement, non, pour être clair. Mais il y a un certain nombre d'acteurs qui, je pense au CGP notamment, aux banques également, qui appliquent deux directives, qui appliquent la directive DDA et la directive MIF, MIF 2, marché des instruments financiers. La différence entre MIF et DDA, c'est que MIF 2 oblige à faire une revue annuelle. Donc, parfois, par souci d'efficacité, on prend la même périodicité, c'est-à-dire MIF 2 et DDA, c'est-à-dire que c'est plus par efficacité que par, j'allais dire, un recours direct au texte, parce que le texte ne le précise pas. Ce qui fait que pour certains acteurs, parce que, bon, encore une fois, j'en vois un certain nombre, la mise à jour se fait, parce que la question, tu m'as bien posé la question, parce qu'il y a des fois, il y a des coupures de son, en cas d'opération. En cas d'opération, parfois, il suffit de reprendre l'existant et de le remettre à jour en disant, quand je dis reprendre l'existant, c'est demander au client si quelque chose a changé. Donc, si, par contre, on remet à jour, hein, c'est-à-dire, vous m'avez indiqué ça, on ne refait pas un profilage, hein, mais si rien n'a changé, sur sa situation financière, sur sa situation maritale, parce que ça peut changer, etc. Et ça peut avoir des incidents sur le contrat. Ben, à ce moment-là, on remet à jour, même à 6 mois, même à 18 mois, et puis l'affaire est close. Hein. Mais c'est vrai que tous les ans, ça vient d'un copier-coller de la directive 2002. Et est-ce que dans ces cas-là, si par exemple on n'arrive pas à joindre le client, ces demandes de mise à jour de situation peuvent se faire sous forme de courrier en invitant le client à prendre contact? Bah, si le courrier fonctionne, why not? Enfin, je veux dire, tout est bon. Enfin, mais le courrier, ça devient, enfin, aujourd'hui, de nos jours, recevoir un courrier et répondre à un courrier, c'est, enfin, moi-même, je le fais, enfin, je crois que je vais jamais à la poste, quoi. Enfin, alors, est-ce on entend par courrier, on lui envoie un mail avec un questionnaire auquel il répond et qui signe? Oui, dans ces cas-là, oui, il y a zéro problème. Il y a zéro problème. J'ai juste un point sur la vulnérabilité, c'est que face à une personne vulnérable, il y a une autre vulnérabilité dont je n'ai pas parlé, hein, c'est qu'il y a des tas de gens qui ne savent pas servir de l'Internet, il y a des tas de gens qui ne savent pas scanner un document, il y a des tas de gens qui… Donc ça, alors c'est pas une vraie forme de vulnérabilité, c'est-à-dire qu'ils comprennent éventuellement les questions, mais on est face aussi à un problème de technologie qui fait qu'il y a des gens qui vont parfois effectivement utiliser le courrier. Donc oui, pour répondre à cette question, si c'est courrier parce qu'on est face à cette typologie de population, oui, bien sûr qu'on peut le faire par courrier. Merci Marie. Peut-être une dernière question. Là, on a parlé effectivement beaucoup de tout ce qui était compagnie d'assurance, courtier, CGP, etc. Est-ce que les différentes informations que vous nous avez partagées ce matin s'appliquent de manière directe et latérale aux mutuelles, ou est-ce qu'il y a des dispositifs différents, on va dire, Ça s'applique pour exactement de la les même mutuelles en façon. particulier? Non, les mutuelles sont des assureurs, hein, sauf erreur, soumises à Solvay. Non, les mutuelles fonctionnent exactement de la même façon. Non, il y a pas de problème pour les mutuelles. Entendu. Ben, écoutez, je conclurai avec un petit message d'une des personnes qui nous a suivis
qui disait « Madame Collin, vous captivez l'auditoire, votre parole est claire et accessible. » C'est un trait que vous nous avez partagé ce matin. Un immense merci à tous de l'avoir suivi, à Marie de l'avoir animé avec maestria. Et je vous donne rendez-vous très rapidement pour un nouveau webinaire proposé par le département de formation de l'Argus de l'assurance. Et je l'espère avec Marie, qui effectivement est quelqu'un sur qui nous pouvons toujours compter sur l'ensemble des sujets que nous abordons. Très bon appétit à tous. À bientôt. Merci à vous, Marie. À bientôt. À bientôt. Avec Au revoir. Au revoir.